Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à Sonitech. Je m'appelle Benjamin Richy. Deuxième édition de Sonitech, deuxième talk pour moi, c'est une chance. Je suis ravi d'être là, ça ne se voit pas tout de suite, mais ça va venir. Et j'avais un message d'un ami qui vous veut du bien, parce qu'aujourd'hui on va parler du pouvoir des histoires. Donc écoutons cet ami qui nous veut du bien. Le suspense est fait exprès. C'est normal. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers... Ok, donc qui a reconnu ce chanteur magnifique? Qui connaît la chanson? Ok, qui connaît le prénom du chanteur? Francis. Qui n'a vraiment jamais entendu cette chanson? Ah, excellent, merci. Donc c'est Marie-Pierre, justement. Alors, petite question pour Marie-Pierre. À ton avis, qui est la personne? Il parle à la première personne. Qui est cette personne qui parle? Il parle de lui? Ok. Alors, Francis, il nous parle d'un taureau, en fait. C'est le taureau qui parle. Voilà. Et en fait, on le découvre au deuxième couplet, que c'est un taureau qui parle. Et c'est là où on a tout le pouvoir des textes et des histoires. Donc Francis, on peut ne pas ou pas, on peut aimer ou ne pas aimer. Moi, je suis un gros fan. Je sais que bon, je ne veux pas convertir tout le monde, mais Francis, c'est quand même un super bon storyteller. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sait raconter les histoires, qui sait les mettre en forme, qui sait les mettre en musique, la musique. Et en fait, le but de son histoire, c'est de provoquer une émotion chez nous. Donc, on peut être pour ou contre la tauromachie, mais en tout cas, on va avoir un avis, on va avoir une émotion qui va se faire, et éventuellement, on va avoir en fait, on va revivre en fait un vécu. Donc, en fait, le pouvoir du storytelling, c'est soit de générer des émotions, soit de les véhiculer, soit de faire ressortir aussi des ressentis. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut utiliser les mécaniques du storytelling pour concevoir de meilleurs produits. Et si on fait de meilleurs produits, on fera un meilleur business pour des utilisateurs qui seront vraiment encore plus contents. Et c'est un monde idéal. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question, vous, en termes d'émotion, qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui à Sonitech? Donc Estelle, s'il te plaît, questionne, qui est-ce que vous êtes venu chercher à Sonitech? Qu'est-ce que tu es venu chercher à Sonitech, toi, ici? Des développeurs. Donc, du recrutement. OK. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Sonitech? Vous changez de réponse. Qui veut parler? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Sonitech? Du soleil, de la plage, du sexe, du... Non, c'est pas ça. Du sexe? C'est pas si Sex and Son? Non, c'est pas ça. Et Marie-Pierre? Marie-Pierre, elle est venue chercher quoi? La chaleur. Des connaissances. Des connaissances, ok. On est tous venus chercher des choses différentes. Apprendre, faire de la veille, chercher des solutions, bien manger, faire des rencontres. Le recrutement, j'en parlerai après. D'accord. En général, sur une conférence, on a 3 niveaux d'attente. On a apprendre, on est là pour emmagasiner des nouvelles choses. Deuxième niveau, c'est qu'on veut se comparer par rapport à notre pratique. On sait faire des choses, on a un savoir, on a un savoir-faire. Et on veut en fait voir comment les autres y font.
Donc c'est exactement l'atelier qu'elle a fait Marie-Pierre. En fait, j'étais très content parce que en fait, cet atelier m'a permis de me mesurer, savoir où j'en étais par rapport à justement créer des ateliers. Et puis la troisième fusée de l'étage, c'est qu'on vient aussi pour des conférences pour s'inspirer. D'accord. Donc j'espère que vous allez vivre tout ça aujourd'hui avec moi. En tout cas, il faut que je me dépêche un petit peu déjà. Donc, on cherche tous à vivre des expériences. Et moi, Benjamin, en tant que speaker, je cherche à vivre aussi une expérience. Bon, tout simplement, partager mes idées ou partager mes connaissances. Mais là, c'est plus en fait une envie. Je me suis intéressé au storytelling et de plus en plus, j'essaye de raconter des histoires et mettre en scène les utilisateurs et les personnes qui vont utiliser les produits ou les services, que ce soit du logiciel ou dans un espace ou un produit physique. Donc moi je suis indépendant depuis 4 ans, je suis freelance, je suis ingénieur informatique à la base, je travaillais beaucoup avec le marketing en fait, et j'essaie de faire dialoguer l'IT avec le marketing, et je travaille sur 3 axes. Le premier c'est tout simplement en fait d'essayer d'aider les entreprises à aligner leur vision produit sur ce qu'attendent les clients, donc je l'appelle ça plutôt la customer experience. Ensuite je travaille sur comment les gens interagissent avec les produits, design d'expérience. Et j'aime bien travailler aussi en équipe pluridisciplinaire, donc mettre vraiment des gens avec des profils différents pour concevoir les outils ou les produits. Et en fait, ça crée une expérience pour le collaborateur, donc c'est l'employee experience. Donc si on essaye d'aligner tout ça, en général, ça se passe bien et surtout, les gens sont heureux de faire des choses et les produits fonctionnent. Ça, c'est le monde du bisounours. Donc on va voir un exemple après, dans la vraie vie, comment ça se passe. Parce que c'est bien de raconter des histoires, mais les histoires, c'est pas forcément la vraie vie. Alors, storytelling, tout le monde a une idée de ce que ça veut dire. Bon, c'est l'art de raconter des histoires, si on le traduit en français. Mais c'est intéressant de voir d'où ça vient. Parce qu'on a tous en tête que le storytelling, il va passer beaucoup par les films aujourd'hui, par la vidéo, par des scénarios, par des choses. Par Netflix, tout le monde regarde des séries, enfin, sauf moi. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en 1933, Disney a lancé son premier dessin animé. C'était Blanche-Neige et les 7 nains. Et par exemple... La Reine des Neiges, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, avant d'être délivrée, c'était un conte de Andersen. Donc en fait, les histoires sont nées aussi dans les contes Grimm, Andersen, Perrault. Et est-ce que vos parents vous lisaient des histoires quand vous étiez petits? Et est-ce qu'ils vous ont lu Le Petit Poucet? Parce que Le Petit Poucet, c'est une histoire qui est triste à mourir. Et en fait, je ne sais pas comment un enfant il peut s'endormir après Le Petit Poucet. Il y a un excellent sketch de Florence Foresti là-dessus. Donc voilà, ça va passer par du visuel, ça va passer par du textuel, par de l'oral. Et avant, en fait, on avait aussi, en 1914, Charlie Chaplin a sorti son premier court-métrage. Donc, c'était le cinéma muet. Et pourtant, il faisait passer beaucoup d'idées de messages à travers son storytelling. Et après, je suis remonté dans le temps. Et je me suis fait un peu peur. Donc, je suis arrivé, en fait, au Moyen-Âge, les moines. Les moines copistes, c'est ceux qui ont reproduit les manuscrits. C'était les érudits. Et en reproduisant les manuscrits, ils ont diffusé les histoires. D'accord. Et d'ailleurs, l'endroit où ils recopiaient avec leurs petites plumes et l'encre, ça s'appelait des scriptoriums. Donc j'imagine que le mot script en cinéma vient de là. Donc après, on peut remonter plus loin, moins 3500 ans, donc les premières écritures, etc. Et moi, je suis remonté jusqu'à la préhistoire, et notamment les peintures rupestres en moins 20 000 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que comment se transmettaient les histoires, c'était la tribu au coin du feu. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on peut y revenir quelque part à ça, notamment quand on fait des réunions, des workshops, c'est aussi se passer les us, les coutumes, les traditions, passer ça par la tradition orale. Donc voilà un petit peu le storytelling, d'où ça vient. Et maintenant, hop, on était dans le passé, retour vers le presque futur, années 70-80, le storytelling est récupéré par la publicité pour vous faire croire que vous avez besoin d'un produit. Donc j'ai retrouvé des super pubs qui m'avaient marqué à l'époque, comme celle-ci. Donc cette pub n'a qu'une vocation, créer un besoin. Donc ça se passe de commentaires, je vais vous la lancer. Effectivement, on crée un besoin, et en plus on s'adresse à un utilisateur qui est l'enfant qui a absolument pas besoin de ça, et on fait culpabiliser les parents parce que si vous ne l'emmenez pas là-bas, eh ben, il va vous en vouloir à votre enfant. D'accord? Donc, deuxième, en fait, donc ça j'appelle ça le story bullshit quelque part.
que j'aimais bien, moi j'adore ce mot bullshit. J'étais consultant pendant 5 ans, j'ai fait beaucoup de bullshit. Et du coup, ça me paraît vraiment un peu décalé, c'est créer un besoin là où il n'y a pas de problème. Donc là, on va prendre une deuxième pub. Là, il y a un vrai problème. Et en fait, ça a été une révolution. Et moi, je suis un enfant de la génération, les élastiques là, sur les couches. Donc vous allez voir ça tout de suite. Bonjour vous, comment ça va? Ça va, ça va. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Une fuite, peut-être? Je ris, mais c'est sûrement très désagréable. Vous savez ce que je porte, moi? Les nouveaux anti-fuites de Lotus avec leurs petits élastiques. Et là... Ah. Et vous en apprécierez certainement le confort, mon grand. Ah, Lotus. Je l'essaie tout de suite à mon nounours et je vais de ce pas le dire à ma maman. Mais vous ferez bien et n'oubliez pas de lui parler des petits élastiques là. Hein? Les anti-fuites de Lotus, nouveau change complet à élastique doux. En fait, c'est resté. Il faut savoir à l'époque, donc ça, je sais pas quand est-ce que c'était exactement, j'ai pas regardé, mais à l'époque, c'était une vraie révolution de faire des couches avec élastique. On résolvait un problème énorme, les fuites, quoi. D'accord. Donc, qui est l'utilisateur de ce produit? Bah, c'est bébé. D'accord. Mais qui est l'utilisateur acheteur? Bah, c'est le parent, parce que quand il doit changer la couche ou quand il doit nettoyer qu'il y a une fuite, bah, c'est lui qui est embêté. D'accord. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des parents? Ouais, pas mal, ok. Donc ça c'est bien, parce qu'il y a une partie de l'auditoire qui va bien comprendre ce que je vais dire dans la suite. Donc depuis, ils ont amélioré la résolution de problèmes avec des capacités d'absorption qui sont assez phénoménales sur les couches. Donc les élastiques, c'est un peu factice maintenant, c'est pour le confort, etc. Mais ils n'ont toujours pas résolu le problème de la grosse commission qui déborde. Et donc c'est pour ça que je m'adresse aux parents. Je suis tout cœur avec vous, c'est l'apocalypse en général. Et on est quand même dans une histoire qu'on raconte où bah, finalement on essaie de résoudre un problème, mais bébé, il n'a pas conscience que c'est gênant d'être mouillé dans sa couche. Il en prend conscience quand nous, à partir de 2 ans, en général, on lui apprend le pot et qu'il faut qu'il soit propre. D'accord. Et cette notion, il ne la connaît pas. Donc, il ne peut pas être dans l'inconfort puisqu'il ne la connaît pas. Et quand nous, on veut absolument qu'il apprenne la propreté, il commence à se dire, je ne comprends pas, mes parents, ils ne sont pas contents quand c'est mouillé. Donc, ils font la corrélation, etc. Donc, je vais vous montrer un autre exemple où là, ce n'est pas du bullshit, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a plutôt un problème à Houston qu'on n'arrive pas à résoudre. Attendez, c'est reparti. Oula. Voilà. Je vais remettre en plein écran. J'arrive pas bien. Ah, mais je comprends pas. Ok. Merci pour l'assistant technique. Ah ouais, pardon. En fait, Merci d'avoir raconté cette histoire. Donc là, en fait, c'est Luz Delgado, c'est une collègue du UX sur Paris qui avait posté ça sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. Et elle avait un problème de porte. Je pense que vous avez peut-être eu des problèmes de porte. Donc elle avait ses affaires dans la main et c'est une porte sécurisée. Donc elle ouvre, elle ne réfléchit pas à une porte, elle ouvre, puis en fait la porte est bloquée. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde comment la débloquer. Elle voit le boîtier vert. Comme c'est vert, elle a l'impression que c'est plutôt ce qu'il faut faire, c'est bon signe. Et elle voit appuie ici pour ouvrir la porte, mais en tout petit, c'était marqué en cas d'urgence. Donc elle essaye, ça ne fonctionne pas, et il y a cette espèce de truc rouge. Donc on se dit, c'est bizarre, ça pend. Le truc rouge, il va peut-être dans le truc vert, mais c'est peut-être dangereux. Et puis elle s'aperçoit que dessous, il y a marqué Door Exit. D'accord? Bah, déjà, si vous ne parlez pas anglais, c'est mort, Door Exit. Mais vous avez une petite clé. Donc elle commence à appuyer sur la clé comme ça. Puis comme moi je ferais, c'est-à-dire une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas. D'accord? Donc elle appuie sur la clé, elle fait la serrure, elle appuie sur la clé. Et d'un seul coup, en même temps, elle le fait. Ah, ça marche. OK. Donc là, c'est un vrai problème d'usage. Le temps qu'elle comprenne, elle a déjà perdu 3 minutes. Et le truc, c'est qu'après, elle devait faire des allers-retours. Et elle avait plein de choses dans les mains pour ses ateliers. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coincé la porte avec un paquet de feuilles. Et en fait, ça a annulé la fonction première qui était une porte sécurisée. Et ce qui est très marrant, c'est que quelques temps après, il y a eu quelqu'un dans les commentaires qui dit « Je suis effaré que les gens ne connaissent pas ces systèmes de sécurité à l'heure actuelle. » Ben non, l'utilisateur, quand il utilise un produit, votre produit, il va prendre une application, il ne va pas réfléchir si c'est dans la norme de sécurité ou pas dans la norme de sécurité, il va essayer. D'accord? Donc ça, c'est un exemple où il n'y a pas vraiment d'histoire, mais on n'a pas aidé l'utilisateur à lui raconter l'histoire. Et je vais passer sur l'inverse. Ici, j'ai trouvé un exemple de storytelling vraiment puissant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent des logiciels comme Jira? Est-ce que ça... Voilà, ok. Donc je me disais que ça vous disait quelque chose, d'accord? Donc c'est l'éditeur de Jira qui a mis en place en fait une infographie
Et en fait, eux, ils sont intéressés à la cause racine de pourquoi les gens perdent du temps et comment nos logiciels vont apporter un gain de temps en équipe. Donc ils sont intéressés à 3 causes. La première, c'est je reçois plein d'emails et je passe du temps à traiter mes emails, voire des spams. La deuxième, c'est je passe beaucoup trop de temps en réunion et j'ai que des réunions. La troisième, c'est j'ai des interruptions permanentes de gens qui viennent me voir, téléphone, notification, email. Et alors, si vous avez déjà été interrompu dans votre travail, ceux qui étaient à la conf de Jules Artis sur le flow, quand vous êtes à fond dans quelque chose et plus rien n'existe autour, si vous êtes interrompu dans un travail comme ça, c'est pas le problème d'être interrompu, c'est le problème que vous mettez du temps à vous replonger dans le travail. Et donc, ils ont fait une infographie, vous irez la voir, quand je vous mettrai mes slides et vous pourrez cliquer, où en fait, ils argumentent avec, bah voilà, les entreprises passent tant de temps en réunion, tant de temps. Et à la fin, en fait, du site, c'est juste une one page comme ça qui se déroule, et à la fin du site, ils vous disent, vous voulez changer les choses, cliquez sur ce bouton. Et là, ça vous emmène sur le site de l'éditeur, et là, ils vous disent, ben, nous, notre produit fait papa, maman, le café, etc. etc. D'accord ? Donc, plutôt que de dire, mon produit est super, il a telle fonctionnalité, c'est, vous perdez du temps, nous, on a la solution, et ça s'appelle un produit. Donc, ça change complètement, en fait, la donne. D'accord ? Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont chercher un peu la cause racine de pourquoi ils ont fait cet outil. Donc, premier enseignement, les histoires, c'est pour transférer des émotions ou en provoquer. Et en fait, on peut utiliser le storytelling pour résoudre nos problèmes, résoudre les problèmes de nos clients. Okay. Donc là, ça fait presque 20 minutes que je vous parle de storytelling. Vous dites, il nous a bien enfumé, Benjamin, quand même, parce qu'il nous raconte des salades, là, et blablabla. C'est bien joli, Francis se régale, tout ça. Mais concrètement, on s'y prend comment? Donc je vous ai pris un cas d'étude pour essayer de transposer comment on construit une histoire et comment on construit un produit et faire des parallèles. Donc c'est là où je vais voir si vous adhérez ou pas. D'accord. C'est un peu le deal d'aujourd'hui, c'est est-ce que je vais vous embarquer dans mon histoire perso. Alors, avant de ça, je vais un petit quiz, parce qu'il est 9h, 10h30, on va se redynamiser un petit peu. Juste, je voulais vous présenter les 7 récits originels, et au départ, j'avais fait, vous savez, les bullet points. 1, 2, 3, 4, 5. Puis je me suis dit, non mais c'est tellement chiant à mourir. Donc on va essayer de faire différemment. Donc, je vous présente 7 types de récits. Et c'est 7 types de récits qu'on trouve tout le temps dans les séries, les cinémas, etc., les livres. Et le but du jeu, c'est que grâce à l'image, vous allez deviner ce que c'est. Donc il y en a qui sont hyper faciles. C'est fait exprès pour qu'on aille vite. D'accord. Alors attention, ça va aller très vite. Donc le premier récit, ça va être l'affrontement du monstre ou du démon. Alors vous devinez, c'est... Bien, faudra faire plus fort pour la suivante, hein, s'il vous plaît. Star Wars. En fait, le démon, c'est pas Dark Vador. En fait, c'est le Seigneur, le Seigneur Sith de Dark Vador. Donc c'est Palpatine. Mais bon, c'était pour ça. Le deuxième, ça va être de la misère à la richesse. Donc vous avez deviné, c'est bien. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la vraie vie, on se dit, vous savez, l'affrontement du monstre, on peut dire, ah mais c'est une start-up qui débarque sur un marché, et en fait, elle vient de challenger tout son marché. C'est l'histoire de David et Goliath aussi. D'accord. De la misère à la richesse, c'est aussi, on peut l'associer à des vraies histoires. Attention, l'histoire de la quête, c'est Indiana Jones, ok, le Graal, le fameux Graal. On va chercher quelque chose qui est souvent impossible à atteindre d'ailleurs. Mais donc c'est un type d'histoire qui s'appelle la quête. C'est très très souvent le cas. Ensuite, celui-là plus difficile, voyage et retour. Bien, et vous êtes calés. Heureusement que je n'ai pas prévu des récompenses, ça m'aurait coûté un peu. Là. Voyage et retour. Donc en fait, la petite fille là, qui est représentée, elle est transportée dans un monde parallèle et elle s'associe avec des amis improbables qui ont tous un but. Et on lui dit, mais le magicien, il peut résoudre ton problème, il va te faire rentrer chez toi. Mais le magicien, c'est un imposteur, c'est du story bullshit. D'accord ? Le magicien, en fait, il fait des effets. Comment elle rentre, la petite fille, chez elle ? Elle rencontre une autre fée à la fin qui lui dit, tu claques tes souliers, tu rentres chez toi. Putain, si j'avais su. Ok. Et en fait, quand on conçoit les produits, des fois c'est keep it simple, des fois c'est hyper simple. C'est l'utilisateur, on le construit une fusée, et en fait il dit non mais moi je vais aller d'un point A à un point B, tu m'aurais mis une trottinette, ça m'allait très bien. Hein. Puis on verra pour le vélo après, parce que peut-être que j'aurais besoin d'aller plus vite. Celui-là, la comédie, c'est bingo, 4 mariages, un enterrement. Vous ramollissez là. Hein. Ok. La tragédie, facile. Roméo et Mouillette. Ok. Donc, je vous rappelle, ils meurent tous les deux à la fin. Hein. Merci Shakespeare, ok. Et Renaissance et Résurrection, La Belle et la Bête, ok. Le petit baiser sur la grenouille qui se transforme en princesse, etc. Donc ça, c'est les 7 types de récits. Et on peut s'appuyer là-dessus pour
Alors maintenant, donc, je vous l'ai fait l'effet bullet point, là, vous le voyez, 5 bullet points, une slide bien sans image, que du texte. Mais il faut alterner texte-image. Hein, j'ai bien regardé les confs de Google. Donc, Guillaume Lamar, qui a écrit un livre, L'art du storytelling, guide de communication. Donc lui, c'est plutôt storytelling appliqué à l'entreprise. Donc il dit l'histoire, il faut être simple. Alors je vais faire un exemple simple que tout le monde connaît. J'ai découvert Uber il n'y a pas longtemps. Oui, je sais, je suis vieux. D'accord. Avant, je prenais des taxis. Et dans Uber, en fait, faire simple, effectivement, on prend l'appli, on télécharge, on comprend tout du premier coup. Donc ça, c'est pas mal. L'onboarding est plutôt bien foutu. L'histoire, elle doit être surprenante. Deuxième caractéristique clé, surprenante. Donc qu'est-ce qui nous surprend dans Uber? Moi, perso, j'ai vu que la voiture se déplaçait et se rapprochait de moi. Bah, ça fait son petit effet. Bon, ok. Tout le monde ne sera pas sensible à ça. Il faut que ça soit concret. Je sais qu'elle arrive dans 8 minutes. C'est des données concrètes qui me rassurent. Il faut qu'elles soient crédibles. Si en fait sur mon appli, je vois un truc qui fait trop cartoon, trop dessin animé, c'est peut-être pas assez crédible pour me rassurer sur le fait que je vais pris en charge dans la voiture. Et il faut qu'elle soit émouvante. Alors qu'est-ce qui est émouvant avec Uber? Faire un câlin avec le chauffeur? Non. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que comme j'avais l'habitude de prendre des taxis, en fait, tu sors la voiture, puis tu te dis, mince, oh là, j'ai oublié de payer, il se passait un truc. En fait, je me suis barré en courant, j'ai pas payé. Non, en fait, voilà, c'est assez jouissif de dire, on a l'impression de ne pas payer. En tout cas, les premières fois. Après, ça s'estompe. D'accord. Voilà. Alors, dans une histoire, il y a aussi un héros, il y a des protagonistes. Alors, vous avez peut-être remarqué que le héros, souvent, il est héros malgré lui, donc c'est le cas d'Harry Potter, mais où il devient héros, où il n'est pas du tout héros, mais c'est un groupe qui est héroïque. Et c'est souvent en fait pas un choix personnel. Je ne deviens pas Superman d'un seul coup, etc. Et ce qui est très intéressant de noter dans la plupart des histoires, c'est que souvent il n'y a pas un protagoniste, il y en a plusieurs. Et c'est une équipe qui va se constituer. Et cette équipe, souvent, c'est un assemblage de gens qui n'ont rien à voir vraiment ensemble, qui sont vraiment différents. Et c'est pour ça que ça marche. Donc si on transpose dans notre vie de tous les jours, je travaille en équipe, pluridisciplinarité, diversité, construire ensemble, utiliser l'intelligence collective, etc., etc., même si tout le monde ne le fait pas, c'est des choses qui me tiennent à cœur, et du coup, on le retrouve souvent dans les histoires. Il y a quand même une énorme différence entre le storytelling, on va dire, à la Disney, ou dans un film, et en fait dans la vraie vie. C'est qu'en fait, quand vous regardez un film, si vous n'êtes pas embarqué, et que ça ne vous plaît pas, et que la fin est pourrie pour vous, c'est fini, vous arrêtez là. D'accord ? Parce qu'en fait, vous êtes spectateur, vous êtes passif. Alors bien sûr, ils ont testé différentes fins, des fois ils en prévoient 3, etc. Par contre, notre utilisateur à qui on s'adresse quand il va utiliser vos produits, lui, il va être actif de son histoire. Donc ça, on va y revenir. Donc on passe au cas d'étude. Donc beaucoup moins sexy qu'avant. Moi, je travaille beaucoup sur des applications B2B, et notamment avec une boîte qui s'appelle Cosea, qui est une société de développement d'applications SaaS pour les professionnels de santé, et notamment là, c'était chez les pharmaciens. Donc un besoin tout bête du pharmacien, c'est de créer des affiches de promotion. Donc on appelle ça les PLV, la promotion sur le lieu de vente. D'accord ? Donc ces affiches, si le pharmacien les crée toutes seules, en général, elles sont sur jaune fluo, avec des gros prix rouges. Donc ça pique un peu les yeux. Le but, c'est de vendre. Donc si ça fait vendre, ça va. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en France, les pharmacies, c'est pas le petit pharmacien qui est tout seul dans sa pharmacie. Il a souvent, ça s'appelle un titulaire, il a 2 voire 3 associés, il a une équipe, des préparateurs, préparatrices, et il fait partie d'un groupement. Les groupements de pharmacies, ça peut être 20 pharmacies, 30, 50, jusqu'à 1000 pharmacies. Donc la puissance de feu d'un groupement qui est 1000 pharmacies, qui dit nos adhérents pharmaciens, on va choisir un outil de comptabilité, ça sera le même pour tout le monde, et du coup on va mutualiser les coûts. Et ils n'auront plus besoin de s'occuper des problèmes de compta qu'ils rencontrent, parce que le groupement va faire un travail pour eux. Pareil, bon, qu'on imagine bien, pour négocier les prix, c'est quand même vachement pratique. Quand vous dites à un labo, on est 1000 pharmacies, donc ton volume, nous, c'est pas 10 boîtes qu'on va te vendre, c'est 300 000. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des prix? Il y avait 2 objectifs. Le premier, c'était que notre client, c'était un groupement en Rhône-Alpes de 50 pharmacies. Donc, quelqu'un de ce groupement venait de Decathlon, il disait, on avait un super outil de génération des promotions. Donc, vous savez, les petites affichettes qui sont dans les rayons. Et ça serait bien qu'on ait un truc qui soit bien pour notre groupement. Et notamment, on voudrait avoir une charte graphique unifiée sur tout. Et puis de l'autre côté, on avait un autre utilisateur qui était le pharmacien. D'ailleurs, souvent, c'est pas lui qui fait les affichettes. Lui, le pharmacien, c'est ce qu'il voulait, c'est que ça soit facile, rapide, qu'il puisse éventuellement retoucher l'affichette, mais surtout qu'il puisse imprimer au format qu'il souhaitait. Donc souvent, c'est A4, A5, voire A6, voire plus petit.
Et puis, il n'y a pas que des promos. Par exemple, ils font des campagnes de prévention sur tout ce qui est vaccination contre la grippe. Donc là, ils vendent rien, c'est leur devoir de conseil. Alors ça, c'était pour planter le décor. On était dans une pharmacie physique. Maintenant, donc, dans une histoire, on plante le décor, il y a un contexte. Maintenant, dans une histoire, il y a des personnages. On identifie les personnages. Donc, le personnage, c'est un personnage qui a été inventé par l'auteur, qui a été façonné par l'auteur, qui lui a donné une épaisseur, une profondeur, etc. Dans la vraie vie, nous, en UX, on construit des personas. Alors, si on construit des personas comme des personnages inventés, on va avoir un petit souci à un moment donné, c'est qu'on construit sur des hypothèses. Donc, on ne sait pas si vraiment le produit qu'on va sortir ou ce qu'on préconise, ça correspond. Donc, la bonne pratique en UX, c'est d'aller sur le terrain pour récolter des données et pour construire ces personas et leur donner une identité avec des comportements qui sont uniformes, homogènes, en allant sur le terrain. Deuxième façon de faire, vous construisez votre persona présumé avec l'équipe en interne. Tout le monde est aligné sur la vision du client idéal. Et ensuite, vous pouvez aller sur le terrain très vite confronter cette vision du client idéal avec la vision, avec la vision utilisateur. Et souvent, il y a un gros écart à réduire. Bon. Donc, il y a un personnage. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pharmacien, c'est quelqu'un qui a fait... J'ai marché sur un fil, pardon. Il a fait 7 ans d'études. Et aujourd'hui, il peut être perçu comme quelqu'un qui fait de l'épicerie de détail, c'est-à-dire qui vend des boîtes. Aujourd'hui, il y a un gros retour. Les pharmaciens beaucoup plus jeunes, ils veulent vendre du service autour de... C'est pas juste de l'épicerie. Ils veulent vendre beaucoup de services et on a un retour au devoir de conseil du pharmacien. Il est là pour ça. Donc, il adore sa patientèle, mais il adore aussi son chiffre d'affaires. Donc, il faut le satisfaire sur les deux. Donc, ce qu'on va utiliser dans le storytelling, c'est qu'on va utiliser, il arrive souvent des péripéties, il se passe plein de trucs, et puis en fait, comme ça, le suspense monte jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement. Wow. Et nous, en fait, en UX, quand on conçoit le produit, ou vous, on va faire des journées types. En tout cas, on va faire ce qu'on appelle plutôt des parcours, parce que Customer Journée, les gens croient que ça se passe sur 24 heures. En fait, non. Là, ça se passe sur un mois. Donc concrètement, le groupement programme une campagne d'affichage. Cette campagne, il la définit, il définit les prix, il définit quels produits sont concernés. Ensuite, il crée les affichettes adéquates avec la bonne charte graphique. Et ensuite, il génère la campagne pour les adhérents. En fait, il ne la génère pas, c'est un outil en ligne. Donc, il est mis à disposition. Donc, vous avez un parcours pour les gens du groupement et vous avez un parcours pour la pharmacie. Et ce qui est très important, c'est que le pharmacien, il est dans un lieu, dans un contexte. Donc lui, il va réfléchir en termes d'implantation. Il va dire, bon là, cette affichette, il faut que je la mette sur la devanture. La prévention de la grippe, il faut que je la glisse dans le sac à chaque fois qu'on donne un sac que les gens partent avec. Et puis, éventuellement, je vais avoir envie de retoucher un petit peu les affichettes. Nous, au début du projet, on était persuadés qu'il fallait lui faire, vous connaissez tous Photoshop, j'imagine. Il fallait lui faire un Photoshop-like, un truc super simple où il pourrait bouger les trucs, il s'amuserait à faire les affichettes. Et en fait, notre client acheteur, c'était le groupement. Et le groupement a dit non, nous on veut qu'il appuie sur un bouton et que ça crache tous les formats d'un seul coup. Il a juste à imprimer. Mais s'il veut les retoucher, il pourrait faire ses propres affichettes. Bon. Alors, lui, le pharmacien, il va mesurer l'impact. Donc, on a combiné ces parcours. Et en fait, toutes ces péripéties, il faut qu'elles soient cohérentes, qu'elles aient un sens et qu'il faut qu'elles apportent quelque chose. Donc un autre mécanisme qu'on utilise bien sûr, c'est tout ce qui est scénarisation avec le storyboard. Donc vous imaginez, je pense que vous avez tous en tête un peu des storyboards de cinéma. C'est un peu crayonné, c'est joli. Alors vous voyez, ça c'est un storyboard, on ne peut pas dire qu'il est joli, hein, d'accord ? Mais il a du sens, parce qu'on a mis des annotations. Donc là, on va essayer de construire une histoire dont l'utilisateur est le héros, on le met en situation. Donc souvent, les premiers storyboards, c'est pas forcément des écrans, c'est j'ai un téléphone, il se balade dans sa pharmacie ou il se balade dans la rue, et qu'est-ce qui se passe? Donc c'est des mises en situation. Puis après, on peut détailler. Donc là, j'ai une petite devinette pour vous. Attention, très dur, comme d'habitude. Il y a un tube de crème. Est-ce que vous voyez le tube de crème sur le dessin? Ceux qui ne voyaient pas le tube de crème, est-ce que vous voyez un point d'interrogation? C'est ça. Okay. D'exclamation, pardon. Je suis perturbé. D'exclamation. Zoom. Alors là, on vous donne ce bout de torchon, là, comme ça, ce bout de papier sans explication. C'est sûr qu'on ne va pas arriver à déduire qu'est-ce que c'est. L'idée de la personne, déjà, celle qui a fait ça, elle s'appelle Dorothée, c'est son vrai prénom, je n'ai pas changé les protagonistes. Et elle avait déjà travaillé en pharmacie, même si elle travaillait dans la boîte de développement Cosea. Et son idée, c'est qu'elle se disait, si le pharmacien doit retoucher son affichette, il faut que ça soit hyper simple. Donc grosso modo, il va remplir un petit texte, il faut que ça se mette en forme automatiquement. Donc elle remplit à gauche, il faut que ça se mette en forme à droite. Elle remplit un prix,
barré, il faut que ça se mette à droite et que ça se barre, etc. Parce que le groupement définit les prix réduits et le pharmacien, sur certains prix, peut encore réduire. Ça dépend de sa marge. Et elle a dit surtout, ce qui est important, c'est que le truc, il se sauve en automatique. Parce qu'elle, ce qu'elle avait vécu en entreprise, quand elle avait utilisé des logiciels de gestion dans la pharmacie, c'est que quand tu oubliais de sauver ta fiche ou ta prescription, il fallait tout refaire. Donc pour elle, c'était important le autosave. Elle a mis autosave. Donc nous, traduction en langage technique, on ne va pas l'appeler autosave, mais c'était son langage. Alors, on a traduit ça en prototype. Donc à gauche, vous avez le formulaire et à droite, vous avez... Ah, il est joli ce tube de crème quand même. Hein. Voilà. Donc là, on a utilisé la charte graphique du groupement. Voilà. Ce produit, il existe vraiment, il s'appelle Promo Maker. Il a été développé en 3 mois et du coup, ça s'est déployé tout seul puisqu'en fait, les 50 pharmacies avaient juste à l'utiliser. Et on a fait des tests en chambre. Et en fait, après, on a fait des tests chez les pharmaciens. Et là, on a pris une grosse claque dans la tête. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord ? Parce que quand on est allé sur le terrain, on s'est aperçu que, ils n'utilisaient pas des super écrans comme nous. Ils avaient des écrans 4/3, basse définition, un peu tout pourri. Donc, quelque part, ça a beau être responsif ce qu'on fait, il y a quand même des choses à gérer. Et la deuxième chose, la plus grosse claque, c'est qu'ils utilisent tout le temps la douchette. Et ils utilisent la douchette pour scanner leurs produits, etc. Et on s'est dit, pourquoi le pharmacien, il va customiser son affichette en remplissant le nom du produit, le détail du produit, le prix, le machin, le truc, alors qu'en fait, s'il douche le produit, toutes les informations vont remonter automatiquement. Et cette boîte Cosea, comme elle travaillait déjà avec des pharmaciens sur d'autres produits, par exemple la vente en ligne de paramédical, elle avait une base référencée de 10 000 produits avec les photos et tout le bazar. Donc ce qui a été fait, c'est que tout simplement, coup de douchette, boum, on récupère le code à 13 chiffres, on va chercher dans la base de produits, boum, on récupère les infos, boum, la fichette se met en page automatiquement. Donc il y avait un petit côté magique la première fois, on l'avait montré, bon après ils étaient blasés. Parce qu'après ils nous disaient, les pharmaciens, non mais ce produit je ne l'ai pas dans la base, c'est pas normal. On n'a pas tout rentré. Okay. Donc voilà. Donc pour résumer, juste je vais revenir sur le récit originel. Moi j'aurais plutôt tendance à opter pour la Renaissance, mais c'est pas facile de le faire entrer dans une case sur cet exemple-là. C'est que le pharmacien, on lui redonne ses lettres de noblesse, on lui redonne ce rôle de conseil. Bon, sur de la promotion, c'est moins vrai parce que il est juste là pour vendre, écouler du stock, par exemple. Les caractéristiques. Est-ce que c'est simple? Pour lui, c'était j'imprime tout d'un coup. D'accord. Est-ce que c'était surprenant, l'application? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il pouvait personnaliser. Donc, il a peut-être été surpris qu'il avait la main alors que le groupement lui poussait les infos. Est-ce que c'était concret? Oui, parce qu'il pouvait maîtriser le prix barré. Donc, diminuer encore le prix par rapport au prix groupement. Est-ce que c'était crédible? Oui, en tout cas, pour les gens qui voyaient l'affichette, parce que le pharmacien n'est pas super sensible au côté artistique ou au côté mise en page. Mais du point de vue du patient, c'était plus crédible. On a plus envie de prendre on a plus envie de lire une affichette comme ça que celle en fond jaune. Enfin, a priori. Hein. Enfin, je sais pas, je vous laisse choisir. D'accord. Et est-ce que c'était émouvant? Donc là, si vous avez des clés, je cherche encore un peu. Parce que je suis pas sûr que c'était vraiment émouvant pour notre pharmacien. Voilà. Si on veut aller encore plus loin, c'est que on aurait dû proposer au pharmacien une façon de gérer son implantation. 10 jours avant la prochaine campagne, il se balade dans sa pharmacie et il se dit tiens là je vais mettre ça, tiens là je vais mettre ça. Donc on avait même imaginé qu'il pourrait prendre des photos, faire des mises en situation. Le groupement a analysé ça et allait en fait pouvoir proposer aux pharmaciens différentes choses. Ça on l'avait pas fait parce qu'on pensait que c'était plus compliqué, que c'était plus difficile techniquement et on voulait que ça se déploie assez vite. Donc voilà pour la petite story. Mais j'ai pas fini sur les histoires. Donc j'espère que vous en voulez encore. Alors pour résumer cette partie, on utilise tout simplement des techniques du storytelling. J'ai pas parce que les techniques de narration, on n'a pas détaillé. Il faudrait qu'on se refasse un atelier de 4 heures ou 5 heures ensemble. Mais je suis partant. Mais on utilise en fait tout simplement des techniques et on voit si on peut transposer. Donc tout ça, c'est purement expérimental. C'est pour ça que ça peut paraître un peu tiré par les cheveux parfois. Donc là, moi, j'avais envie de vous raconter la vraie histoire de Sonitech, puisqu'on est tous là, on vit une expérience. J'espère qu'elle est bonne. En tout cas, les salles sont climatisées. Et ça, avant même de commencer les confs, c'est déjà une expérience hyper positive. Alors tout d'abord, la promesse de Sonitech. Est-ce qu'on est dans le story bullshit? Moi, je suis pas sûr, parce que j'aime bien le jeu de mots. Si, tech and son. J'aime tellement de jeux de mots que j'ai enlevé tech, j'ai toujours si, sex and son. Mais bon, c'est pas grave. Okay. Ensuite, il y a différents protagonistes. Donc vous êtes tous le héros de notre grande histoire Sonitech, sauf qu'il y en a qui sont participants, il y en a qui sont speakers, il y en a qui sont sponsors, il y en a qui sont les 2 ou les 3 à la fin. Et bien un sponsor,
typiquement ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. Lui, il est là pour trouver des talents. Il n'a pas les mêmes besoins qu'un speaker qui veut peut-être un verre d'eau quand il a soif, okay, etc. Donc vous avez tous des attentes différentes et vous allez rencontrer des points de friction et vous avez des motivations. Et surtout, vous avez vécu une expérience Sonitech, c'est-à-dire avant de venir, notamment comment je suis arrivé jusqu'à Montpellier, si vous n'êtes pas à Montpellier, pendant, et il y a le après, par exemple, je peux revisionner des confs que je n'ai pas vus. Donc moi, je me suis imaginé l'histoire du participant. Je ne vais pas tout vous détailler, je vais vous épargner ça. Mais j'ai commencé mon histoire, pas n'importe où, j'ai commencé quand je suis arrivé du TGV à la gare, je suis arrivé de Lyon, et je me suis dit, faut que j'aille là sur le lieu. J'ai retrouvé l'email où il y avait le lieu qui était indiqué, j'ai balancé ça dans Google Maps, mais je me suis dit, ah ouais, il faut que j'aille en tram, pardon. Et donc l'an dernier, j'étais déjà venu. J'avais vraiment galéré par rapport au système de tickets ici. Je ne comprenais pas où je devais aller, etc. Et là, par contre, j'avais une courbe d'expérience qui était meilleure. J'avais appris, donc le ticket, ça s'est bien passé, etc. Bon, je ne vais pas tout vous faire. Je vais juste vous dire quand même, on était super bien accueillis. Donc vous êtes accueillis, vous avez un sourire, vous avez des goodies, d'accord, vous avez du café, il fait beau, what else? Top, ok, donc je vous ai mis le palmier, et puis etc. Ok, donc vous êtes accueillis, vous choisissez votre programme, donc, et on s'immerge. Grand soleil, on s'immerge dans les confs et on échange. Moi, perso, j'échange avec mes pairs, en tout cas avec ceux que je ne connais pas, et surtout aux pauses. Donc j'adore parce que les pauses sont longues ici. Alors, j'ai imaginé qu'on pouvait le voir autrement, si on le voit de façon plus dans une histoire. Alors, vous arrivez, vous êtes super content, mais un peu sous l'eau. C'est-à-dire, comment j'arrive jusqu'au lieu. Okay. Là, je vous ai fait la version pour les femmes. Donc, vous arrivez, vous avez super beau gosse qui vous accueille. Alors, on a la version pour les filles, super nana qui vous accueille. Pour les garçons, pardon. Etc. Donc, j'imaginais qu'en fait, sur la plage, nous, on n'est pas dans l'amphi, nous, participants, on est sur les palmiers. Et puis, au fond, il y a 2 personnes sur un paddle, c'est les speakers qui racontent leur histoire. Voilà, on peut imaginer comme ça. Et puis, on part tous dans un super van qui va tomber en panne au bout de quelques kilomètres, mais on a tous notre planche, et on a tous notre planche de différentes couleurs, on a tous notre pierre à apporter, notre contribution, et quand on échange avec les pairs. Voilà. Non, en fait, plus sérieusement, comment est né Sonitech? Moi, j'imaginais, alors Estelle va venir nous raconter la vraie histoire, moi, j'imaginais que Sonitech, c'était né, par exemple, soit très tard à la plage autour d'un barbecue, après quelques bières, il se dit, oh là là, ça serait trop bien qu'on lance un événement, parce qu'en fait, on est une bande de potes et on va refaire le monde. Voilà. Mais en fait, c'est pas ça la vraie histoire. Donc, est-ce qu'Estelle, qui s'est prêtée au jeu, Estelle, est-ce que tu peux nous raconter l'origine, la genèse en fait? Comment ça s'est passé en vrai? C'est beaucoup plus sérieux. Ouais, malheureusement, j'aurais préféré que ça se passe comme ça, ou comme ça par exemple. Mais rebonjour à tous. Ouais, en fait, on était 3-4 d'une société qui s'appelait Tabmo et on échangeait en disant mince, il y a des confs à Toulouse, il y a une conf à Nice, il y a une conf à Bordeaux, il y en a même une qui s'ouvre à Lille, il y en a une à Paris, mais à Montpellier, il n'y a rien. Et du coup, je me suis dit, mais mince, pourtant, on avait beaucoup de meet-up, on a la chance d'avoir une super équipe d'associations et de bénévoles, et rien. Donc du coup, on s'est regardé, on s'est dit, on va faire une conférence, ouais, machin. Donc vachement plus sérieux, en fait, que tes bières et ton barbecue, finalement. Voilà. Et c'est parti de ça. Mais justement, après... l'histoire est authentique. Moi, j'avais un peu imaginé le story bullshit, le truc... Ok, alors, il y a un truc qu'il faut, se rendre compte dans le storytelling. Je vous dis, le spectateur, c'est pas la même chose que l'utilisateur. Et on a une chance assez incroyable, nous, quand on conçoit des produits et qu'on les développe, quand je dis nous, c'est nous tous, hein, c'est qu'on a le droit à l'erreur et on a le droit d'améliorer nos produits. On peut les améliorer. Alors que quand vous délivrez un film ou un livre, le livre est imprimé à 10 000 exemplaires, vous n'avez pas changé 3-4 lignes parce qu'en fait, vous êtes aperçu que ça ne convient pas. Donc, on a ce pouvoir d'itération. Et ça, c'est vachement fort. Donc, moi, j'étais là l'an dernier, c'était cool, c'était bien, vraiment apprécié, très belle expérience. Et j'avais envie de poser la question à Estelle, ce qu'ils ont appris de l'expérience de l'année dernière. Et puis, on verra qu'est-ce qu'ils ont amélioré. Et puis, peut-être que vous allez sentir ces améliorations parce que vous les avez testées. Alors ouais, on en avait plus que ça, hein, je vous rassure. Mais l'un des premiers points, c'était qu'en fait, la pause café, je ne sais pas si vous en souvenez pour ceux qui étaient là l'année dernière. D'ailleurs, qui était là l'année dernière? Chouette. L'année dernière, on avait une pause café qui était derrière le gymnase.
Et du coup, ça vous faisait sortir des amphis, aller là-bas et revenir dans les salles et les amphis. Donc déjà, de 1, vous marchiez. De 2, nous, on galérait pour gérer le traiteur à des points différents. Et en plus de ça, on voyait que les gens ne restaient pas au niveau sponsor. Donc, gros problème pour nous, c'était pas accessible. Deuxième chose, on avait mis un mur de feedback avec plein de gommettes. Et il s'est avéré qu'on avait du vent l'année dernière. C'était chouette quand même, par rapport à cette année. Mais du coup, les murs de feedback, ce qu'ils faisaient, ils tombaient. Donc on avait tout était écrasé, les feuilles, c'était horrible, bref, je vous en passe. Et après, on a eu un problème de Wi-Fi parce que le SPE nous avait dit oui, on a du Wi-Fi. Pas beaucoup. Du coup, ça n'a pas du tout tenu la charge. Et on a essayé de faire comme on pouvait, mais malheureusement, ça a vraiment pas tenu. Et on en avait plein d'autres. Ouais, j'ai limité à 3. C'est parce qu'on ne pouvait pas vous garder toute la journée. C'est pour ça. Malheureusement, moi. Venez aux réunions. Comme j'adore m'écouter parler, c'est dommage, mais bon, je pense que vous voulez passer à autre chose après. Donc, l'expérience, c'est que grâce à ça, deuxième édition, magique, qu'est-ce qu'on a amélioré? On a fait plein de trucs. On vous a créé un espace plage pour que du coup les sponsors soient aussi au cœur des conférences au niveau des salles, et on y a mis un point café, eau, et carrément il y a de la nourriture maintenant. Donc même si vous êtes dans ces salles ou ces salles là-bas, vous n'avez pas à marcher pour aller chercher votre café, vous l'avez directement à dispo. Ensuite, on voulait aussi que les gens puissent avoir un contexte un peu fun en plus des conférences. Donc on a mis en place des jeux. Alors un jeu pour gagner des places. Mais on a aussi essayé d'amener un petit peu de choses positives dans cette conf, c'est-à-dire qu'on a réussi à donner un petit peu d'argent à une association Compostons Ensemble. D'ailleurs, refaites un petit tweet, on gâche rien, ça serait chouette. Et tout ça pour essayer de promouvoir la région. Et dernier point, vous l'avez vu, le mur de feedback, c'était pas GG. En plus, on a dû imprimer des feuilles, c'est pas très green. Alors on s'est dit, et surtout, on a un des orgas qui a réalisé ça tout seul à la maison. On a fait cette petite application de feedback où vous pouvez clairement aller n'importe quand mettre vos petits feedbacks. Et en plus, c'est pas papier et ça s'envole pas. Et il y en a plein d'autres. Voilà. Donc là, elle est basculée en mode storytelling vendeur. D'accord, on est d'accord. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'était authentique, puis alors on a basculé en disant alors, regardez tout ce qu'on a fait, c'est génial et tout, faut utiliser ça. Etc. Alors, allez tester justement et donner du feedback, pas que seulement sur les conférences, mais aller à la plage, au coin plage. Oui. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? On a le pouvoir de faire des itérations, d'améliorer nos produits. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut le faire tout le temps, le plus tôt, le plus vite, le plus souvent possible. Ça, c'est le discours un peu, on va dire, classique, méthodologique. Mais voilà, contrairement à du storytelling où ils ont moins le droit de se rater, donc nous, on a ce pouvoir-là, utilisons-le, c'est plutôt bien. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut construire des histoires dont l'utilisateur sera le héros? Merci, Estelle. Ok. Alors, l'idée, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Bien sûr qu'on peut construire des histoires dont l'utilisateur est heureux, mais il faut se rendre compte du moment où on est dans... on va l'inciter, au moment où on va le pousser, et dans le moment où on va manipuler pour qu'il fasse telle ou telle action dans notre outil, ou qu'on l'emmène sur telle ou telle chose. Vous arrivez dans un lieu avec un affichage, vous allez être orienté sur l'affichage. Votre boulot, vous dites, moi dans ce lieu, je vais aller à tel endroit, et puis en fait, l'affichage va faire en sorte qu'il va vous enrober dans un joli paquet cadeau, il va vous attirer vers un autre endroit. Donc voilà, storytelling, l'utilisateur, il est spectateur. La vraie vie, l'utilisateur, il est acteur de son histoire, et l'histoire va se modeler en fonction aussi de ce qu'il fait. Vous connaissez aussi les livres dont vous êtes le héros. Vous avez des questions, vous choisissez. À cet endroit-là du livre, vous pouvez faire ça, ça ou ça. Il y en a qui ont vu le dernier épisode de Black Mirror, là, que justement on posait les questions, et on pouvait se perdre. D'ailleurs, c'était assez compliqué, mais je ne l'ai pas vu. Il y a des gens qui ont trouvé ça... Voilà, ils m'ont dit c'est une super expérience, même flippante, parce que des fois, tu avais le droit de dire cette personne, je la dégomme, je la tue, pas de problème. Donc voilà. Alors, tout ça c'est bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a encore plus important que d'essayer de transposer la façon de raconter les histoires dans nos produits, c'est qu'il y a une façon de travailler en fait. Et en fait, on crée aussi les histoires quand on est avec des gens avec différentes disciplines. Et souvent ce qui se passe, moi ce que je constate, en tout cas d'extérieur, c'est qu'en gros il y a l'UX qui fait son effort, qui produit par exemple ses maquettes, ses machins, hop, après ça passe dans le process de production. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de mettre des touches du UX un peu partout, en tout cas que ça soit beaucoup plus imbriqué, et comme ça sera beaucoup plus fluide. On cherche toujours la fluidité d'utilisation pour nos utilisateurs. Il faut que ça soit fluide pour vous aussi à l'intérieur de l'organisation. Donc voilà. L'idée, c'est qu'à effort égal, on peut avoir quelque chose de plus fluide
Si vous faites des meilleurs produits, ça sera aussi du meilleur business. Encore résumé, le storytelling véhicule des émotions. Nos utilisateurs, quand ils contactent, quand ils touchent vos produits, ils vivent des émotions. L'idée, c'est de résoudre des problèmes et pas de créer du besoin. L'idée, c'est d'utiliser des techniques de storytelling notamment pour créer des parcours. Et j'ai oublié de le dire, mais les parcours que j'ai montrés sont très macro. Donc après, ça peut se redécouper en storyboard et les storyboards peuvent se découper en user story pour raccrocher par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Et enfin, vous avez le pouvoir de itérer, d'améliorer. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, je vais finir sur cette petite citation que je ne vais pas lire parce qu'elle est longue. Mais en fait, la conclusion de ça, c'est de dire finalement, les histoires, ça vient de la préhistoire autour du feu, et c'était un moyen de faire du ciment entre les individus. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Le gars qui a dit ça, c'est Robert McKee, c'est un des papes en fait des scénarios. Et par exemple, les gens de Pixar, pour eux, c'est un gourou. Enfin, ils sont très inspirés de cette personne-là. Il écrit plein de livres. Et il y a un livre que je vous recommande, c'est Storynomics, qui explique comment la pub a récupéré la scénarisation pour en faire la publicité. Et je voulais vous proposer une ouverture pour terminer. Qui a vu ce film Ex Machina ou Ex Machina, je sais pas comment dire. Ouais, super. Donc justement, c'est pour inciter ceux qui ne l'ont pas vu. Je voulais faire une ouverture vers la fin en se disant, mais demain, aujourd'hui, il y a déjà des intelligences artificielles. Et l'intelligence artificielle va nous permettre de raconter encore de meilleures histoires. Sauf que l'éthique là-dedans, il y a un gros biais, on peut très très vite tomber dans le bullshit, d'accord? Ou très vite tomber dans la manipulation. Et je vais juste vous passer la bande-annonce. Je n'ai pas d'action en fait avec la maison d'édition de ça, malheureusement. Mais je vais vous passer la bande-annonce parce que je trouve qu'elle résume bien et c'est une ouverture vers la suite. On a le pouvoir d'utiliser aussi des IA. Si on les utilise, si on les met en forme, si on les implémente, quelle histoire on va vraiment raconter pour qu'elle soit authentique et que l'utilisateur se projette en tant que héros, en tout cas en tant que personne dans cette histoire. Et, donc vous êtes partis pour la bande-annonce parce que je suis un peu à court de... Allez. Ah. Comment un programmeur se retrouve chez le grand patron? J'ai gagné un concours. Le président n'a pas pu joindre Monsieur Garrick par téléphone. Vous avez une chance unique. Ravi de vous rencontrer, Nathan. Moi de même, Caleb. On peut oublier ces histoires d'employeur-employé? Santé. Tu pourras constater que ce bâtiment n'est pas une maison, c'est un centre de recherche. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA? Bonjour. Salut. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi? Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience. Tu veux être mon ami? Oui, bien sûr. Ce sera possible? Pourquoi ça le serait pas? Tu n'es jamais sorti d'ici? On pourrait sortir ensemble? Tu l'as programmée pour qu'elle flirte avec moi? Il t'arrive de penser à moi? Si tu mens, je le saurai. Non. Menteur. Elle fait peut-être semblant de s'attacher à toi. Et pour quelle raison? Tu crois qu'on peut me débrancher? Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi ça dépend de quelqu'un? Tu devrais te méfier de Nathan. Tu devrais te méfier de tout ce qu'il dit. Je pense que le prochain modèle sera la véritable innovation. Tu fais quoi de l'ancien? Il faut que tu m'aides. Un jour, les IA nous considéreront comme des singes se tenant debout, fin prêt pour l'extinction. C'est étrange d'avoir créé quelque chose qui te déteste. Tu faisais quoi avec Ava? Donc voilà. Comment un programmeur se retrouve chez le grand patron? J'ai gagné un concours. Ceux qui ont vu le film, vous spoilez pas la fin. Et j'arrive pas à sortir. Alors, c'est pas grave, on va rester là-dessus.
Je suis pas sûr qu'on ait le temps pour des questions-réponses, mais c'est Monsieur Loyal. C'est bon? C'est bon. Donc, voilà, c'était ma conclusion. Merci beaucoup. J'espère que vous avez vécu une belle expérience.